Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. En tant que Premier ministre, je fais le serment qu'aucune pression ou décision de quelconque forum international ne nous empêchera de frapper ceux qui veulent notre destruction. On ne parle pas de soupçons, on ne parle pas d'indices. On parle dans le jargon de la Cour pénale internationale d'un examen des preuves d'ores et déjà collectées. Israël aurait espionné et intimidé la Cour pénale internationale pendant près de 10 ans avec un objectif, éviter une enquête sur des accusations de crimes de guerre en territoire palestinien. Ça ne peut être interprété que comme une pression, comme une intimidation, comme une menace. Monsieur Khan pourrait parfaitement engager des poursuites contre Monsieur Joe Biden. À Gaza, la crise alimentaire touche 1,1 million de personnes. Il ne resterait plus que 10% d'eau potable dans l'enclave. Pour tenter de survivre, certains sont contraints de boire l'eau de mer. Est-ce que, face à l'accumulation de ces mesures, face au fait qu'elles touchaient la très grande majorité de la population gazaoui, on n'a pas pris le risque ou voulu exterminer ou anéantir une partie de la population palestinienne? L'offensive israélienne se poursuit dans le sud de la bande de Gaza. Si la Cour pénale internationale, le bureau du procureur, n'avait pas mis 7 à 8 mois pour prendre cette décision, on aurait pu, je pense, sauver des milliers de vies. Des milliers de vies. Je suis Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris. J'ai prêté serment en 1988. Je suis avocat pénaliste. J'exerce au sein du cabinet Vigo et je suis inscrit sur la liste des avocats de la Cour pénale internationale. Face à l'abomination de ce conflit israélo-palestinien, à l'abomination de ces crimes commis par le Hamas, à l'abomination de ces crimes commis par l'armée israélienne, il n'était pas pensable que la seule juridiction pénale internationale compétente pour juger de chef de gouvernement ou chef d'État en exercice n'assume pas ses responsabilités. C'est en cela que le tournant est historique et qu'il y aura donc un avant et un après. Et cet avant et cet après, il sera mesuré aussi à la capacité de la Cour, si des mandats d'arrêt sont délivrés contre les 3 dirigeants du Hamas et contre les 2 dirigeants pour le moment israéliens visés, à la capacité qu'aura la Cour d'obtenir le déferment de ces hommes et de les juger. Mais je pense que le procès en incapacité, en inefficacité, en artificialité, en fait vous servez à rien, pour le moment, il a pris du plomb dans l'aile. Ce que dit également le bureau du procureur, c'est peut-être très difficile à entendre puisqu'on est en train de parler des dirigeants d'une nation démocratique et peut-être la seule nation démocratique dans ce coin du monde, c'est que l'État d'Israël, ou plus exactement ses gouvernants et son armée, a décidé d'affamer de façon délibérée la population gazaoui pour la punir collectivement. Donc on a soumis à la famine une population de plus de 2 millions d'habitants. Et cette famine, elle concerne aujourd'hui, nous dit les Nations Unies, 70% de la population gazaoui. Des enfants, des personnes âgées, des personnes blessées, des personnes vulnérables sont mortes de faim sous les yeux de l'opinion publique internationale, sous les yeux de la communauté internationale, parce que les gouvernants et l'armée israélienne, les gouvernants de l'État d'Israël et l'armée israélienne l'ont voulu selon un plan concerté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bureau du procureur. Et ça, en tant que tel, c'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas punir collectivement une population de civils. On ne peut pas aussi, c'est un autre crime contre l'humanité, organiser de façon délibérée, systématique et généralisée des déplacements forcés de population à aussi grande échelle,
Ah oui, on va protéger la population gazaoui parce qu'on va leur dire qu'on va bombarder là. Et donc, il faut qu'ils se déplacent. Donc, on les prévient. Mais on parle de quel déplacement ? On parle de déplacement de centaines de milliers de personnes. De 1 million de personnes qui vont au nord, qui vont au sud, et qui sont sous les bombardements parfois, et qui, à chaque fois qu'il y a cette espèce de chemin de la fuite, qui sont les premiers concernés ? Qui sont les premières personnes vulnérables et qui meurent sur ce chemin, non pas de l'exil, puisqu'ils sont enfermés chez eux, c'est les plus vulnérables. Donc, c'est cette accumulation de faits qui permet au bureau du procureur de la CPI de dire, et les mots ont un sens, qu'il y a des motifs raisonnables de penser que M. Benyamin Netanyahou et M. Gallant, le ministre de la Guerre, ont engagé leur responsabilité pénale pour des crimes qui sont sanctionnés par le statut de Rome, c'est-à-dire le statut de la Cour pénale internationale. Et lorsque le procureur, et j'allais dire les procureurs, parce que c'est un bureau composé de plusieurs magistrats, prend la décision de demander l'autorisation à la chambre préliminaire de pouvoir émettre ces mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et de M. Gallant, c'est parce qu'ils estiment non seulement qu'il y a des motifs raisonnables qu'ils ont commis les infractions concernées, visées, mais qu'ils ont des chances raisonnables d'obtenir leur renvoi devant la Cour pénale internationale pour être jugés et pour être condamnés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de soupçons, on ne parle pas d'indices, on parle dans le jargon de la Cour pénale internationale d'un examen des preuves d'ores et déjà collectées. Un dossier pénal, que ça soit devant le tribunal de Paris, devant le tribunal d'Alençon, devant le tribunal de Rotterdam ou de Madrid ou la Cour pénale internationale, ça évolue en permanence. Les juges, les procureurs, les avocats travaillent sur des faits. Et si on apporte des faits complémentaires, supplémentaires, ou des éléments de preuve supplémentaires, on peut imaginer que la qualification de crime de génocide pourrait être retenue. D'ailleurs, comme vous le savez, la Cour de justice internationale, ce sont des conflits ou des résolutions de conflits entre États. C'est une juridiction à caractère civil. Elle ne prononce pas de sanctions pénales. À la suite de sa saisine par l'Afrique du Sud, la Cour de justice internationale a jugé, en janvier de mémoire de cette année, qu'il y avait un risque immédiat que l'État d'Israël soit en train de commettre un génocide sur la bande de Gaza. Parce que la question qui est posée, c'est celle de savoir si cette punition collective infligée à la population gazaoui en passant par une famine qui aurait été décidée, par la cessation de l'alimentation en eau, la cessation de l'alimentation en électricité, qui était la seule qui pouvait faire fonctionner les générateurs, etc., la cessation de l'approvisionnement en essence, est-ce que, face à l'accumulation de ces mesures, face au fait qu'elles touchaient la très grande majorité de la population gazaoui, on n'a pas pris le risque, ou voulu, je suis prudent évidemment, de façon délibérée, exterminer ou anéantir une partie de la population palestinienne. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un membre du cabinet de guerre israélien, quelqu'un qui avait des responsabilités ministérielles, qui a dit « Puisqu'ils se sont comportés comme des animaux, on va les traiter comme des animaux. » Ne parlez pas des gens du Hamas, hein. C'était les Gazaouis. Ça évoque malheureusement la phraséologie qui était celle des extrémistes et des responsables Hutus avant le déclenchement du génocide Tutsi. On parlait d'animaux, de chiens, de cancrelats, de cafards. Les mots veulent dire quelque chose. Alors évidemment, il y avait une émotion terrible. Mais quand on est en responsabilité, on ne peut pas tenir ce type de langage. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. Et puis peut-être de façon plus générale aussi, je ne veux pas être dans le mélo, mais je vous dis qu'il m'est
insupportable et qu'il m'a été insupportable que des vies israéliennes soient ôtées, qu'il m'a été insupportable que des femmes israéliennes ou de confession juive soient ciblées et massacrées par les militants du Hamas. C'est une abomination. Il m'est tout aussi insupportable que des civils, des enfants ou pas d'enfants, ou des majeurs soient massacrés, et que je ne comprends pas pourquoi l'on voudrait nous cantonner dans une espèce de comptabilité macabre où la vie humaine n'aurait pas la même valeur selon qu'elle serait palestinienne ou israélienne. C'est juste insupportable. Je ne veux pas m'exprimer de façon triviale, mais vraiment, ça m'inspire le dégoût de devoir se justifier de cette façon-là. Ceux qui sont soumis à une pression très importante, ce sont évidemment les magistrats de la Cour pénale internationale. C'est quand même dingue que, parce que je décide d'envisager peut-être une enquête s'agissant des faits dont la Cour est saisie en plus, parce que la Cour, on a l'impression qu'on découvre aujourd'hui que la Cour pénale internationale, elle est saisie régulièrement, licitement, de ce qui se passe sur le territoire de Gaza, de Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis 2014. Elle a compétence pour le faire. Ça a été décidé en 2021 de mémoire. Donc ça fait 2 ans qu'il y a une enquête. Et évidemment, comme il s'agit d'une situation, c'est-à-dire le territoire, ça devient une affaire lorsque on accuse quelqu'un, nommément une personne physique, dans le cadre de la situation examinée, la Cour pénale internationale était autorisée à enquêter sur les faits commis sur le territoire de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Et de mémoire, Madame la procureure Bensouda avait imaginé qu'il y avait au moins 3 événements qui pouvaient donner lieu à des qualifications pénales au regard du statut de Rome. Manifestement, elle a été l'objet de pression et de pression extrêmement graves. De la même façon que lorsqu'elle a pu imaginer qu'il fallait enquêter sur les crimes éventuels commis par l'armée américaine en Afghanistan ou en Irak, même chose, on l'a menacée directement, on lui dit qu'on allait lancer des mandats d'arrêt contre elle, qu'on allait saisir ses comptes. Ce n'est pas admissible. Et je ne sais plus quel article du statut de Rome autorise le procureur de la Cour pénale internationale à engager des poursuites contre celles et ceux qui entravent le fonctionnement de la justice pénale internationale et qui procèdent à des pressions, à des menaces, à des intimidations. Techniquement, je le dis parce que ça correspond à la réalité, M. Khan pourrait parfaitement engager des poursuites contre M. Joe Biden pour les propos qui ont été les siens après l'annonce de la saisine de la Chambre préliminaire. Quand le chef d'État de la première puissance au monde dit que ces mandats d'arrêt sont scandaleux, ça ne peut être interprété que comme une pression, comme une intimidation, comme une menace. Donc c'est très compliqué de pouvoir travailler en toute sérénité. D'après l'article du Guardian et de je ne sais plus quel autre média israélien, parce que c'est une enquête conjointe, ces pressions sur la Cour pénale internationale, sur le bureau du procureur, existeraient depuis 10 ans. S'il est vrai que le chef du Mossad est allé dans un hôtel à New York sans s'annoncer pour montrer à Madame Bensouda des photos où on la voit, elle et sa famille, ça pourrait presque être un mauvais roman d'espionnage ou une série Netflix, mais c'est gravissime. Il y a 2 choses tout à fait inédites qui se sont passées s'agissant de la saisine de la Chambre préliminaire pour demander l'autorisation de délivrer les mandats d'arrêt. 2 choses qui sont peut-être passées inaperçues. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, peut-être que je me trompe, c'est la première fois que le bureau du procureur rédige un communiqué et organise une conférence de presse pour dire « j'ai saisi la Chambre préliminaire pour demander l'émission de mandat d'arrêt pour ces raisons-là ». Il s'est dit que c'était tellement compliqué
symbolique, délicat, qu'il fallait qu'il explique la décision qu'il avait prise. Et deuxième singularité, et ça, alors là, j'ai aucun doute, c'est la première fois que un procureur de la CPI, c'est le troisième, a consulté un panel d'experts indépendants pour qu'il fasse un travail à côté du bureau du procureur pour regarder les pièces et dire est-ce que vous avez raison ou pas de demander l'émission des mandats d'arrêt. La réponse est oui. Donc le travail préparatoire en amont, il a été très important, c'est très documenté, mais ça répond aussi à la question de comment je peux travailler en toute indépendance, en toute sérénité, et comment je peux me prémunir par avance des pressions ou les désamorcer pour dire le boulot que j'ai fait, je l'ai fait sérieusement. Vous pourriez, dans cette affaire, saisir la CPI. Il ne faut pas être forcément avocat, il ne faut pas être forcément ONG, c'est toute personne qui a intérêt. Et si vous considérez que vous avez des choses à dire sur la base des constatations matérielles qui ont été les vôtres, ou parce que vous auriez des amis, ou parce que vous auriez des membres de votre famille qui auraient été touchés par ce qui s'est passé le 7 octobre, les massacres commis par le Hamas, ou par ce qui se passe depuis le 8 octobre sur le territoire de Gaza, vous pourriez le faire. Donc nous, comment avons-nous fait ? Nous avons tenté, à plusieurs avocats de ce cabinet, de construire une communication. Qu'est-ce que c'est qu'une communication ? C'est un document écrit où vous dites à la Cour pénale internationale, voilà les faits que je voudrais porter à votre connaissance, et vous pouvez dire aussi, voilà les faits que je voudrais porter à votre connaissance, et moi je les qualifie ainsi, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, intention génocidaire. Voilà les faits que je porte à votre connaissance, que je qualifie ainsi, et en plus je vous demande de lancer des mandats d'arrêt. C'est la troisième hypothèse qui a été la nôtre, c'est-à-dire qu'on a fait un travail documentaire sur source ouverte pour essayer de documenter avant la fin novembre 2023, parce que pour nous étions dans un sentiment d'urgence, il y avait déjà des bombardements, des immeubles de civils qui étaient rasés et qu'il fallait sauver des vies, et parce que, instruit du précédent russo-ukrainien, on s'était dit que finalement, ça pouvait fonctionner, au sens que ça pouvait lever ou inciter, plus exactement, ceux que nous désignions comme étant potentiellement des criminels, de tenir compte de ce qui se passait et des risques individuels qui pesaient sur eux, puisque, de mémoire, c'est le 22 ou le 23 décembre 2022 que nous saisissons la Cour pénale internationale s'agissant de la déportation des enfants ukrainiens, et de mémoire, c'est le 3 ou 4 mars 2023 que le mandat d'arrêt est autorisé contre Vladimir Poutine et contre Maria Lebova, la commissaire aux droits aux enfants. On était très surpris de la rapidité avec laquelle tout ça avait été fait. S'agissant de l'action que nous avons menée pour ces 3 ONG de défense des droits humains palestiniennes, on a fait ce même travail de documentation. Et on s'est dit aussi, il faut qu'on tente de convaincre la Cour et le bureau du procureur qu'il y a les moyens d'agir pour lutter contre l'impunité et qu'il n'y a pas de fatalité. Donc on a écrit, on a documenté, on a mis des annexes et on a demandé l'émission de mandat d'arrêt et on a adressé, c'est une adresse institutionnelle, notre communication. On a eu un accusé-réception et on a essayé de suivre ce qui se passait depuis lors. En toute transparence, on ne peut pas dire que le bureau du procureur nous ait beaucoup informés ou tenu informés de l'état de son enquête et de ce qu'il avait l'intention de faire. Mais on a continué à demander, à se manifester régulièrement pour essayer d'avoir des infos, mais surtout dire il ne faut pas laisser tomber. Il y a encore des dizaines, des centaines, des milliers de morts qui se sont ajoutés. Et de ce point de vue-là, voyez-vous, j'ai une profonde amertume en bouche, parce que je pense que si la Cour pénale internationale, le bureau du procureur, n'avait pas mis 7 à 8 mois pour prendre cette décision, on aurait sauvé certainement, même si l'actualité récente démontre le contraire, puisque vous le rappeliez, ce bombardement sur ce camp de déplacés qui a causé des dizaines de morts, des dizaines de civils, on aurait pu, je pense, sauver des milliers de vies. Des milliers de vies.